François Hollande parle-t-il pour l'ensemble du Parti socialiste ce matin? On va poser la question à Chloé Ridel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes députée européenne EPS Place Publique, porte-parole du Parti socialiste. Charles Sapin, bonjour. Ravi de vous retrouver, journaliste politique. Au point, c'est François Hollande seul qui parle ce matin dans la tribune dimanche ou c'est l'ensemble du Parti socialiste? Ah non, c'est François Hollande seul. Les décisions du Parti socialiste, elles sont prises par ses instances et aussi par ses groupes politiques dans les différentes assemblées parlementaires. Et je crois que ça n'est pas inutile de le rappeler parce que manifestement, on constate qu'en 2025, François Hollande prétend encore dicter la stratégie qui doit être celle des socialistes. Et moi, je ne l'accepte pas parce que il faut que François Hollande se rappelle que lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2017, et j'ai du respect pour la fonction de président de la République qu'il a exercée, il a laissé le Parti socialiste dans un état de désolation presque totale. Et ceux qui l'ont remonté autour d'Olivier Faure depuis 2018 sont responsables de dicter la stratégie. Et ce sont eux, c'est nous, cette nouvelle génération, qui devons faire nos propres choix. Et on n'a pas besoin pour cela que François Hollande se place ainsi au premier rang. Je vais dire mon sentiment. Moi, j'ai du respect pour Monsieur Hollande, pour la fonction qu'il a exercée, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas pour moi et qu'il n'en a pas pour nous, puisqu'il prétend nous dicter quelle doit être la stratégie du Parti socialiste aujourd'hui. Ça a le mérite d'être extrêmement clair, extrêmement virulent. Il y a 2 points qu'évoque François Hollande, il y en a plusieurs dans cette interview, mais il y a 2 points essentiels. Il y a le budget et il y a les rapports avec le NFP. Évidemment, on va vous entendre sur ces 2-là. D'abord, peut-être quand même sur la tonalité de ce qu'on vient d'entendre à l'instant, Charles. Il faut comprendre qu'au Parti socialiste, alors c'est pas une découverte qu'il y ait des courants différents, mais là, on est peut-être plus que sur des courants différents. C'est-à-dire que cet accord avec François Bayrou pourrait faire exploser le PS ? Écoutez, c'est très compliqué. On savait que déjà le nouveau Front populaire tanguait, mais alors là, au sein du parti socialiste même, on voit qu'en effet, il y a beaucoup de turbulences. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des explications de cette décision d'une partie des députés socialistes de ne pas voter la censure. Ils ont été 8 du gouvernement Bayrou. Exactement. Parce que on voit au-delà de toutes les concessions qui ont été faites à la gauche, il y a plusieurs avantages, notamment pour le premier secrétaire Olivier Faure, d'ainsi ne pas voter la censure. La première est d'éviter de diviser un peu plus le Parti socialiste, là, comme on voit les frictions qu'on vient d'entendre, à la veille d'un congrès qui va être très important et sur lequel Olivier Faure aurait pu laisser sa place. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que en ne participant pas à la censure de François Bayrou, cela permet de taire, en tout cas de repousser pour quelque temps, cette ligne d'horizon d'une présidentielle anticipée où, force est de constater, vu les rapports de force en présence, le Parti socialiste aurait été condamné de jouer les seconds, voire les troisièmes rôles. Et enfin, il y a une dernière opportunité pourquoi on voit le Parti socialiste en ce moment se décrocher du nouveau Front populaire, c'est que si jamais François Bayrou tombe, il y a une forte chance que la responsabilité de constituer un gouvernement avec toute la difficulté des circonstances actuelles retombe sur le Parti socialiste. Et c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui de dicter ces lignes rouges et d'obtenir des concessions vis-à-vis du gouvernement sans y participer. Alors justement, je vous donne la parole tout de suite. Avant de parler de budget, puisque vous parlez de ce décrochage avec le nouveau Front populaire, reprenons quelques-unes des phrases de François Hollande et comme ça vous allez nous donner votre regard sur le lien avec la France insoumise. François Hollande, voilà ce qu'il dit ce matin dans la tribune dimanche. Les socialistes ont pris une décision, il parle de la non-censure du gouvernement, ont pris une décision majeure, ils ont récusé la posture de LFI dont la seule perspective est de bloquer la vie institutionnelle. Il va un petit peu plus loin, François Hollande. Ça n'est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du nouveau Front populaire. Et puis, il cloute une dernière fois avec cette petite formule. Monsieur Mélenchon, c'est comme Madame Irma, ses prophéties ne se réalisent jamais, ce qui ne l'empêche pas de les répéter. Pour François Hollande, comme pour d'autres au PS, la rupture est consommée avec LFI. Quelle est votre position sur ce point-là ? Ma position, c'est de dire que nous avons eu raison, nous les socialistes, d'aller négocier avec Monsieur Bayrou et son gouvernement pour obtenir des progrès dans le cadre du budget 2025. Parce que
Ça a permis quoi? Ça a permis déjà que le gouvernement ne se tourne pas vers l'extrême droite, comme l'avait fait Monsieur Barnier. Et donc ça, c'est précieux pour les électeurs que nous représentons. Et ça a permis aussi d'améliorer, d'avoir de premières victoires. On a une renégociation de la réforme donc vous avez bien fait de vous décrocher on a une augmentation du budget de l'hôpital. Mais monsieur, je ne sais pas à quoi la France Insoumise, en l'occurrence, a servi dans cette séquence. Puisqu'en refusant de négocier, ils refusent de défendre leurs électeurs. On peut penser, je termine, que le président de la République pose problème et qu'il faudrait qu'il démissionne. On peut penser cela. Mais en attendant, il y a un budget à faire adopter pour la France en 2025 et c'est maintenant que les négociations ont lieu. Donc c'est maintenant qu'il faut négocier. Et la France Insoumise n'a servi à rien dans cette séquence et je le regrette parce que ça aurait renforcé notre position. Moi, je suis une partisane de l'union de la gauche. Je ne suis pas pour les gauches irréconciliables, si on veut être clair. Vous nous avez donné votre regard très, très précis et très clair sur ce que dit François Hollande ce matin. Sur le point des rapports avec LFI, vous partagez pour le coup sa position. Je partage la position qui consiste à dire que les socialistes ont eu raison d'aller négocier et que la France Insoumise, par sa posture, certes très confortable, de dire non, on ne négocie rien parce que nous, ce qu'on veut, c'est la démission ou la destitution du président de la République, ne sert à rien dans la séquence. Le NFP est mort. Je le regrette. Par contre, contrairement à François Hollande, mais écoutez, le NFP, c'était un accord électoral, il n'y avait pas d'intergroupe à l'Assemblée. Mais non, mais en fait, ça, c'est des phrases, pardon, c'est des obsessions de journalistes. C'est des obsessions de journalistes. Mais oui, parce que, en fait, le nouveau Front Populaire a existé au moment des élections, et, mais ça ne veut pas dire que l'union de la gauche et que l'union aussi avec les Insoumis est morte. Moi, je la désire, en l'occurrence, pour 2027. Je pense que, on aura besoin d'un candidat unique de la gauche à la prochaine élection présidentielle. Donc, ma réponse est très claire sur ce point-là, et ça me différencie effectivement de François Hollande, qui lui, de façon constante, je lui reconnais cela, a toujours dit qu'il existait des gauches irréconciliables et qu'il faudrait plusieurs candidatures de gauche à la prochaine élection présidentielle. Moi, je pense que face à l'extrême droite, et vu son niveau dans notre pays, c'est une stratégie suicidaire et désespérante pour beaucoup d'électeurs qui espèrent de nous pour obtenir plus de progrès social, plus de progrès démocratique et écologique dans notre pays. Autre point important, c'est évidemment le budget. François Hollande dit si les conditions qui ont été posées sont respectées, je vais voter le budget. Il n'y aura pas de censure du budget, c'est-à-dire qu'on continuera avec François Hollande. On a l'impression que ce que dit François Hollande, c'est finalement une forme d'intégration du socle commun pour valider le budget et mener une politique. Est-ce que sur ça, vous le suivez, au Parti socialiste, pour le coup? Non, encore une fois, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire que notre position est que la censure peut intervenir à tout moment si nous pensons que le compte n'y est pas, en tout cas pas avec nos voix, si nos propositions ne sont pas entendues par le gouvernement. Nous avions proposé au départ de conclure, vous saviez, ce qu'on appelait un accord de non-censure. Cet accord n'a pas été conclu puisqu'il n'y a pas eu de suspension ni d'abrogation de la réforme des retraites. Par conséquent, nous sommes dans une position où nous pouvons censurer à tout moment et pour cela, il faut garder une forme de combativité dans la négociation. Et je crains que par sa posture, François Hollande la condamne quelque peu. Et moi, j'avais 21 ans en 2012, j'étais fort jeune. Mais je me souviens de la façon dont il avait renoncé à renégocier, par exemple, le traité qu'on appelait Mercosur, le traité d'austérité européenne, alors même qu'il avait pour cela l'onction des Français qui venaient de l'élire. Donc, je n'ai pas pleine confiance sur sa capacité à tenir un rapport de force dans la durée et de façon suffisamment ferme, mais pour le coup, je m'en remets à notre premier secrétaire Olivier Faure, qui est le dirigeant du Parti socialiste et qui en fixe la ligne avec toutes celles et ceux qui l'entourent. On a bien compris qu'il allait falloir suivre ces prochains jours. Comment ça se passe au sein du Parti socialiste? Vous restez avec nous parce qu'il y a une autre question qu'aborde François Hollande dans cette interview. C'est la question du réseau social X. C'est la grande question, le sujet du moment. Faut-il, oui ou non, quitter X, l'ancien Twitter, le réseau social dirigé par Elon Musk, qui va, avec Donald Trump, accéder à la Maison-Blanche à partir de demain? C'est la grande question des politiques et on va vous expliquer pourquoi avec nos éclaireurs. Benjamin Dubois qui nous rejoint, je le disais, c'est le sujet du jour. Faut-il oui ou non se retirer de X? Oui, tout à fait, Philippe. Alors, beaucoup se retirent de X, en fait, pour des raisons, notamment la transformation de ce réseau en lieu de propagande, selon eux, au service d'une idéologie réactionnaire et antidémocratique, notamment depuis le rachat par Elon Musk. D'abord, regardez, l'ancien ministre et actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, dont le nom était revenu pour être à un moment donné Premier ministre, il a lancé une pétition sur le site change.org pour expliquer son choix et inviter d'autres élus à faire de même. Voici ce qu'il dit. Rester sur X en 2025
2025. C'est soutenir le pire, c'est alimenter la machine folle de la propagande extrémiste. Alors, utilisons notre pouvoir, sortons X de l'équation, quittons X ensemble. Par ailleurs, ils sont une vingtaine de députés du NFP à annoncer leur départ collectif du réseau social demain, donc jour de l'investiture de Donald Trump. Et notamment la députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Sandrine Rousseau. On se lève, on se casse. Voici ce qu'elle dit. Elle lance ce message sur X et elle annonce qu'elle rejoindra Blue Sky, qui est un concurrent de X. Autre députée à faire le même choix, la présidente du groupe écologiste et social Cyrielle Châtelain, également André Chassaigne, le président du groupe Gauche démocrate et républicaine, sa collègue communiste Karine Lebon, la députée socialiste Chantal Jourdan ou encore l'insoumis Loïc Prudhomme, le président de la région Bretagne Loïc Chenet-Girard, le président de la commission des lois Florent Boudier ou encore Ludovic Mendes, député Ensemble pour la République de Moselle. En France, il y a aussi des collectivités locales, départements des Landes, de Loire-Atlantique, Calvados, Ille-et-Vilaine, la mairie de Paris. Vous le voyez également, des universités, des hôpitaux. Il y a le CHU de Reims, de Bordeaux notamment, qui ont fait ce choix. Des ONG ou encore des journaux, Ouest France, Sud-Ouest, La Voix du Nord ou encore le Courrier Picard. Il y a encore du monde sur X ou pas ? Alors, il y en a qui ont quand même fait le choix, Philippe, pour l'instant en tout cas, d'y rester. Et notamment, ça peut peut-être surprendre, le député La France Insoumise, Antoine Léaumont. Il a choisi la stratégie de rester pour, dit-il, ne pas laisser les utilisateurs de Twitter sans un contrepoint, il dit encore Twitter, sans des personnes qui vont continuer à défendre une politique différente, une logique opposée. Pour le député et coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard, il faut une réponse collective et politique, pas individuel. Et puis vous parliez de François Hollande. Regardez ce que dit François Hollande dans la tribune dimanche. Si le retrait de X doit survenir, ça ne peut pas être un choix individuel. Je souhaite qu'à l'initiative de toutes les forces politiques, syndicales, mais aussi de la presse et des médias, nous puissions aboutir en France à une décision commune. Merci beaucoup, Benjamin. Bon, Chloé Ridel, c'est l'heure des choix ce matin. Vous êtes plutôt écolo, on quitte, vous êtes plutôt LFI, on reste, vous êtes plutôt François Hollande, il faut tous partir, mais en groupe. Écoutez, moi je comprends toutes les positions. Je fais le constat malheureusement que X est devenu une machine de désinformation à la botte d'un multimilliardaire mégalomane qui s'appelle Elon Musk, qui trafique ses algorithmes notamment à son profit. Donc cette plateforme pose problème. Mais moi, en fait, j'ai l'impression de m'être un peu fait voler une place publique qui existait, sur laquelle j'interagissais avec des tas de gens. Et j'ai tendance à considérer que ça n'est pas à moi de partir, mais que c'est à lui de se conformer à nos règles et aux lois que l'Europe lui impose. Maintenant, je salue des initiatives comme celle, par exemple, de Hello Kit X, donc lancée par David Chavel-Arias, directeur de recherche du CNRS. Il y a plus de 13 millions de gens qui se sont connectés à leur plateforme qui permet de faire ce que X devrait faire mais ne fait pas, c'est-à-dire la migration des communautés. Parce que le problème, c'est que vous quittez X, mais du coup, vous quittez tout un réseau. Vous partez tout seul. Et il faudrait que il faudrait les obliger, ces plateformes, à permettre la migration des communautés, comme on a obligé les opérateurs de téléphonie à permettre la migration des numéros de téléphone sans avoir à en changer. Vous posez plein de bonnes questions. Jean Catan est là pour y répondre. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes le secrétaire général du Conseil national du numérique. Est-ce qu'on peut dire, comme le disait Chloé Ridel à l'instant, que X, j'ai encore dire Twitter, vous voyez, que X est devenu véritablement une plateforme de désinformation non contrôlée? Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui en cours d'enquête par la Commission, mais on est quand même beaucoup, et la recherche aussi en fait le constat de manière quotidienne. Et donc, aujourd'hui, à travers son comportement, finalement, Musk nous offre le moment collectif pour tous dire « ça suffit ». Nous partons, ça c'est une jambe de l'équation, et l'autre jambe, c'est celle sur laquelle vous avez insisté et qui est fondamentale. La Commission européenne aujourd'hui doit offrir finalement à tous les utilisateurs les moyens d'être à la fois sur plusieurs plateformes, de porter donc l'ensemble de ces données vers d'autres plateformes. Aujourd'hui, la démarche Hello Kit X est fondamentale, donc c'est 13 millions de connexions aujourd'hui répertoriées qui pourront être reconstituées sur d'autres réseaux. Maintenant, il y a quelque chose à la fois de fabuleux dans cette démarche et quelque chose de profondément anormal. Normalement, la Commission devrait imposer à ses opérateurs privés le soin de nous permettre de nous déplacer. Mais est-ce qu'on laisse, c'est aussi une critique qu'on entend beaucoup, en tout cas une remarque qu'on entend beaucoup, est-ce qu'on laisse finalement X aux désinformateurs, à une frange politique extrême, à des complotistes? Est-ce que finalement on laisse ce réseau sans donner de contre-voix, de contre-pouvoir, de contre-parole? Je pense qu'il faut mesurer nos forces. C'est-à-dire que si on estime par exemple que notre audience sur Twitter, avec le nombre de vues que l'on obtient, avec les discussions que l'on arrive à y créer, finalement, est inopportune, alors à ce moment-là,
on doit pouvoir envisager les alternatives. Parce qu'en réalité, il y a très peu de chances qu'il y ait un débat effectif qui porte finalement à quelque chose avec des populations avec lesquelles on est en radicale opposition. Donc l'interrogation qu'on doit porter aujourd'hui, c'est comment justement avoir cette conversation avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement nos opinions. Et aujourd'hui, ces architectures-là, comme X ou bien d'autres, ne le permettent pas en réalité. Donc profitons du moment pour interroger ces architectures et potentiellement en créer d'autres. Mais est-ce que c'est à dire, on a aujourd'hui TikTok qui est arrêté aux États-Unis. TikTok a fermé, il n'y a plus TikTok. On a X qui devient cette plateforme totalement partisane avec cette place large offerte aux complotistes et aux extrêmes. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont devenus que ça, que l'outil formidable de dialogue et d'échange qu'on pensait avoir créé ne deviennent que des communautés renfermées et finalement ne servent plus à grand-chose? Aujourd'hui, oui, elles sont soumises à des effets finalement de fermeture, c'est exactement le terme, c'est-à-dire que nous sommes enfermés dans ces plateformes, les dirigeants enferment même la capacité à innover dessus, c'est-à-dire que il n'y a aucune capacité aujourd'hui sur un réseau social de proposer des fonctionnalités alternatives. C'est absolument anormal. Et il y a un rôle pour la Commission européenne sur laquelle il faut absolument faire pression, c'est un rôle d'architecte. Il faut que la Commission européenne considère ces plateformes comme des objets sur lesquels nous pouvons greffer d'autres fonctionnalités et finalement prendre en main l'architecture et pour offrir finalement à l'ensemble de la société des modes de discussion qui ne soient pas parasités par des personnes comme Elon Musk. Il faut quand même rappeler que Elon Musk à lui tout seul, c'est 16 fois plus d'audience que l'ensemble des membres du Congrès. C'est le Washington Post qui nous rapporte ça. C'est absolument anormal. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une place démocratique finalement qui permet de faire avancer la société. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Merci Chloé Ridel. Merci Charles. On se Merci retrouve tout à l'heure.